Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Time Between où exceptionnellement, on va tourner chez moi parce que je me suis fait surprendre par la nuit tout simplement et c'était impossible de filmer quoi que ce soit. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de présence ici. Son acuité est basée sur le mouvement. Surtout, tu ne bouges pas. Mais dis-moi, c'est quand Mais tu vas la fermer, oui. C'est parti pour l'épisode 3 de Time Between. Et aujourd'hui, on va parler de Yesterday. C'est un film qui se base sur une espèce de fantasme que je pense que tous les musiciens ont eu à un moment. C'est imaginer que votre musicien préféré ou qu'un groupe de légendes en général n'ait jamais existé, mais que vous vous souveniez des paroles et des accords. Donc on suit l'histoire d'un musicien à qui ça arrive, où à un moment donné il se réveille à la suite d'un accident, et les Beatles n'ont jamais existé. Du coup, il a l'occasion de reprendre à son compte toutes les chansons les plus marquantes du groupe. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent me voir vagabonder dans les rues, donc pour compenser ce manque flagrant de rue, je vous propose un invité spécial aujourd'hui. Il est heureux. Former une équipe avec une peluche. On aura tout vu. C'est bien vrai ça. Alors pour commencer, je vais parler de quelque chose d'assez spécifique, mais qui est assez important dans ce film, c'est le mixage sonore. Ce qui est étonnant, c'est que dans la plupart des films un petit peu mélomanes, qui parlent de musique, les biopics, etc., la musique est traitée de façon très parfaite. Au début du film, par exemple, il y a une scène où Jack Malik joue dans la rue, et bien le son est dégueulasse. Le micro est pas du tout au même level que la guitare. La guitare, on n'entend que ses aigus, enfin c'est atroce. Mais c'est honnête, si vous jouez dans la rue et que vous avez un ampli de merde, et bah votre son va ressembler à ça. Alors qu'inversement, plus tard dans le film, quand il aura accès à des ingé-sons, à des studios d'enregistrement, etc., et ben là, la qualité sonore du mixage son va augmenter. C'est-à-dire que le mixage son du film suit la progression de la carrière de Jack Malik. Un film qui ne fait pas ça, par exemple, c'est A Star is Born. Dans ce film, à chaque fois qu'il y a une scène où il y a une chanson, eh bien, toutes les guitares sont préamplifiées, le mixage est déjà fait, et toutes les voix ont naturellement de la reverb. Alors, ça donne un côté très magique à tous ces moments musicaux, mais ça les rend aussi un petit peu téléphonés. Et cette honnêteté dans le mixage sonore va jusque dans la manière de tourner le film. Les scènes chantées, que ce soit dans des comédies musicales ou dans des films où il y a un concert, sont toutes redoublées. La sonorisation d'un groupe de musique en live est un métier qui est extérieur au cinéma. Il faut demander l'aide d'un ingé-son spécialisé dans le spectacle vivant, il faut une certaine logistique parce que les tables de mixage ne gèrent pas le son de la même manière en live qu'en studio. Et puis surtout, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que quand le chanteur se met à chanter en live, la bonne prise, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de faire un montage de différentes prises qu'en studio où on peut basiquement faire la chanson phrase par phrase. Et bien dans ce film, toutes les chansons sont chantées et tournées en live. C'était un pari que Danny Boyle voulait relever pour ce film. L'acteur principal du film, Himesh Patel, qui incarne donc Jack Malik, est excellent en live, mais Danny Boyle avait peur qu'une fois arrivé au studio, le fait de charcuter un peu la chanson phrase par phrase rende moins humaine et moins vibrante son interprétation des chansons des Beatles. Alors je suis pas ingé son, mais je suis musicien. Et ben, qu'est-ce que ça claque comme film? Le film, il a un vrai son, c'est-à-dire que du kick de la basse jusqu'au bruit très aigu de la caisse claire, ils ont été capables de choper tous les sons d'une batterie. Quand il y a une guitare, on entend presque le son du médiator sur les cordes, quoi. Bref, mixer un film musical en tournant les scènes de chant comme une captation de concert live, ça rend super bien. Il y a un gimmick de mise en scène dans ce film qui est assez cool et qui en plus est relié à ce que veut dire le film, c'est qu'il y a des scènes qui sont montées comme une chanson, comme un clip presque. C'est-à-dire que déjà, évidemment, le montage est en rythme avec la musique, mais la musique, c'est pas une chanson. Le film ne devient pas subitement un clip show à ce moment-là. Un clip show. En fait, c'est des moments où la composition du film, où la musique du film rentre en parfaite résonance avec non seulement le montage, mais aussi l'action qui est à l'écran. Par exemple, la scène où Jack Malik découvre que les Beatles n'existent pas dans sa réalité, il y a pas mal de plans qui s'enchaînent à ce moment-là, mais il y a notamment un plan de derrière sa tête qui se rapproche petit à petit, alors que tout autour, le montage est très épileptique, c'est-à-dire qu'il se dit « Oh mon Dieu, les Beatles n'existent pas », il tape sur Internet « Beatles », il tombe sur des images de cafards, mais il y a cette suite de plans très smooth, très doux, qui interrompent constamment cette espèce de frénésie qu'il a, et la musique derrière fait constamment une espèce de break au moment de passer sur ce plan en travelling. C'est-à-dire que la musique, je vais devoir vous la faire à la bouche, mais elle fait une espèce de tonda longa longa ta ta
ta, 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 ta. À chaque fois qu'on arrive sur cette espèce de break de ta, 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 c'est à ce moment-là qu'on va avoir ce travelling avant ultra doux, alors que pourtant c'est sur une espèce de coup de caisse claire un peu violent. C'est super bien monté et orchestré. Une interprétation possible de ce travelling assez lent au milieu d'un montage assez dynamique, c'est que c'est en ce moment de panique totale, et mes références culturelles, que lui vient l'idée de reprendre à son compte les chansons des Beatles. L'idée s'installe lentement mais sûrement dans sa tête. Tout comme le travelling est très lent, mais très sûr. Alors il y a un effet de mise en scène qui m'a un petit peu étonné parce qu'il est utilisé pas tout à fait dans sa fonction initiale. C'est le plan qui est dit débulé. Alors je vais vous le montrer parce que je peux me permettre ici. Voilà, là le plan il est débulé, c'est-à-dire que l'horizon n'est pas droit. Ah, ça va mieux. Hein. Et normalement ce genre de plan, ça permet de donner une illusion de malaise, c'est-à-dire que vu qu'en tant que spectateur on est habitué à avoir des plans bien rectilignes, et bah d'un coup quand le plan il est comme ça, inconsciemment ça nous met dans un espace oppressant qui nous rassure pas. Donc c'est pas mal utilisé notamment dans le cinéma d'horreur ou un petit peu dans le cinéma d'action pour montrer un malaise, une angoisse, alors qu'ici c'est des fois utilisé dans des moments drôles. Alors après, le personnage le dit à un moment, c'est-à-dire que vu qu'il ne reconnaît pas toutes les références sociales du monde dans lequel il vit, parce qu'il n'y a pas que les Beatles qui ont disparu, il y a notamment le Coca-Cola qui a disparu aussi. Du coup, vu qu'il comprend pas trop les références des gens qu'il a en face de lui, et ben c'est assez logique. En fait, son monde à lui est constamment débulé. C'est juste que le film va transcrire ça par effectivement un débulage, mais finalement assez rarement. En revanche, Danny Boyle a d'autres cordes à son arc pour nous faire ressentir que Jack Malik est un territoire étranger. Il utilise par exemple pas mal de grands angles où les personnages semblent perdus à l'intérieur, soit en les rendant trop petits, en les écrasant sous le décor, soit en les désaxant. Il va notamment faire en sorte que les personnages dans ces plans-là ne soient jamais tout à fait dans des points de force. Wow, rangez les sabres laser. Au cinéma, un point de force, c'est un endroit du cadre, qui est souvent défini par un ratio mathématique, qui, naturellement, si on y met un personnage, une action, un élément de décor, un accessoire, n'importe quoi, eh bien naturellement notre regard va être attiré par ce point. Cette ampoule est actuellement à un point de force. Il va aussi jouer sur la surabondance de détails au sein d'un décor. Ce qui fait que quand un personnage a par exemple un t-shirt uni au milieu d'une fresque, au milieu d'une couleur, et bah le personnage, il a beau être centré, pas désaxé et tout bien, et bah il va quand même paraître en décalage par rapport à son décor. Alors je vais finir sur un plan qui m'a transpercé la pupille en termes de beauté. C'est un plan de premier bisou. Ne me regarde pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que les deux personnages sont dans une chambre d'hôtel, mais histoire de set the mood, ils vont éteindre les lumières. Ce qui fait que la seule lumière qui va rester, ça va être la lumière de l'écran statique de la télé. Vous savez, généralement c'est en bleu, mais là c'est une espèce de gris bleuté un peu. Du coup, c'est la seule source de lumière. Du coup, là où la réalisation est intéressante, c'est qu'on est immédiatement habitué à ce qu'il y ait une espèce de lumière blanchâtre qui occupe tout le cadre. Mais évidemment, au début, la télé occupe juste une partie du cadre, jusqu'au moment du premier baiser, où, dans l'embrassade, eh bien, il n'y a plus que la lumière blanche de la télé qui occupe le fond du cadre. Ce qui est super beau parce que c'est très doux en termes de mise en scène, parce qu'on n'a pas le temps de se dire « Oh, c'est bizarre, d'où vient cette lumière, c'est pas naturel ». Parce que dans les plans d'avant, on a été habitué à voir cette télé dans un coin, donc cette espèce de lumière blanche-grise, on est habitué inconsciemment à la voir dans un coin du cadre. Du coup, quand elle occupe tout le cadre, eh ben, on n'a pas le temps de se poser la question d'où elle vient cette lumière, on est immédiatement saisi par « Oh, ils se font un bisou et en plus, le fond, il est bon ». Ne me regarde pas comme ça. Hein. Alors au niveau du scénario, je peux faire un peu le même reproche que sur Piranha, c'est que la structure narrative est très convenue, parce que c'est une structure narrative qu'on a vue un peu 1000 fois. C'est celle du petit gars qui est pas très connu, voire à la limite loser, qui soudainement va devenir une star pour X ou Y raison, et qui va se rendre compte que le poids de la célébrité peut être sacrément lourd. Mais là où je trouve que ce film frappe assez juste, c'est que le personnage est un véritable paladin. C'est-à-dire que pas une fois on va le voir reprendre de la drogue, tromper sa copine, faire des trucs de star un peu borderline. Le gars, il est juste là pour faire sa musique. C'est juste qu'il n'est pas créateur de sa musique, il est interprète. Et du coup, son espèce d'innocence, sa candeur, eh ben, ça rend le conflit très pur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a vraiment d'un côté la sincérité de son engagement artistique, de je veux faire de la musique, je veux que les gens vivent des histoires au travers de celles que je peux écrire ou interpréter, et de l'autre côté, le côté très vain de cette industrie musicale qui, assez paradoxalement dans ce film, on se rend compte,
aurait été capable de tuer les Beatles à la tâche. Et donc, cette histoire qui pourrait être finalement assez banale, c'est-à-dire que globalement, vous n'allez pas être surpris par les retournements de scénario. Tous les retournements sont très attendus, mais il y a une espèce de flamme dans ce personnage, de flamme de sincérité, qui change pas mal. Et du coup, là, le fait que ce personnage-là ne soit pas dans ces débats de drogue, etc., bah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir un personnage qui recentre le récit sur un sujet vraiment très sincère de est-ce que je veux faire de la musique pour les autres ou pour moi. Ce qui change pas mal des personnages de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, Bradley Cooper dans A Star is Born ou Hugh Jackman dans The Greatest Showman. Ces trois personnages ont pour point commun de se faire totalement consumer par leur tentation. Vanité, alcool et gloire, respectivement. Et dans les trois films, la potentielle réflexion sur qu'est-ce qu'être un créateur, mais qu'est-ce que l'art au final, nous pouvons élever le débat, est systématiquement annulée à cause de la corruption des personnages. Par exemple, dans A Star is Born, les chansons du personnage de Lady Gaga deviennent de plus en plus merdiques, ça devient des espèces de produits pop complètement débilisants. Aucun instrument, des danseuses à poil, un manager qui lui dit comment s'habiller et comment se comporter. Et à un moment donné, Bradley Cooper vient et lui dit « Tu perds ta sincérité artistique ». Sauf que quand il lui dit, il est bourré. Du coup, le personnage de Lady Gaga l'envoie chier en lui disant « Ta gueule, t'es un alcoolo ». Et elle a raison de le faire. T'as pas un tout petit peu l'impression d'avoir loupé une vraie réflexion sur l'industrie musicale, là, film? La La Land avait une belle approche de ça aussi. Le personnage de Ryan Gosling cède à sa tentation, il finit par signer avec un groupe de musique uniquement pour la gloire et l'argent, mais il continue de discuter avec Emma Stone. Donc ça mène à la meilleure scène du film, la scène du repas, cette scène est parfaite, où les deux personnages discutent de leur vision de la création. Du coup, évidemment, pour contrebalancer le côté pouvoir et argent qu'on jette un petit peu à la tête de Jack Malik tout le long, il faut qu'il ait une espèce de contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, c'est Ellie. C'est un personnage, j'essaie de pas trop vous spoiler, mais globalement son rôle est très classique dans ce genre de film, donc il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler en vérité. Ça va être du coup l'intérêt amoureux du héros tout du long, mais leur histoire est un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'ils s'apprécient beaucoup, ils se connaissent depuis longtemps, mais ils ont jamais franchi le pas de devenir amants. Et du coup, ce que défend le film, c'est que ce choix ou ce non-choix que John Malick doit faire avec Ellie va déterminer tout le reste de son humanité dans sa carrière musicale. Le problème avec cet arc, c'est que je trouve Ellie ultra intrusif dans la vie de Malick. C'est-à-dire que je vais éviter de vous spoiler trop les conditions dans lesquelles elle dit ça, mais par deux fois dans le film, une fois dans un flashback, une fois dans une scène normale entre guillemets, elle va donner un ordre à Jack Malik qui est un ordre de vie. C'est comme si je vous disais fais un bac ES, qui suis-je pour vous dire ça? Et du coup, elle donne un peu des directions de vie comme ça à Jack Malik, et du coup, face à ça, j'étais en mode c'est pas un ami qui fait ça, ou alors c'est une amitié un peu toxique quand même. Et du coup, malgré le fait que les deux acteurs sont assez bons ensemble dans leur alchimie, et ben j'étais un peu pas fan de cette histoire d'amour. Et pourtant, c'est Richard Curtis au scénario, c'est le gars derrière 4 mariages et un enterrement, et Love Actually. Donc niveau écriture romantique, le gars devrait être au top, non? Non? Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces films, mais dans une interview, il concède que dans ce film, il voulait surtout écrire une lettre d'amour aux Beatles. Et bah ça sent que les Beatles sont passés avant l'histoire d'amour dans l'écriture. L'amour de Jack pour les belles histoires, pour la musique, pour transmettre des émotions, ça on le sent. Par contre, l'amour entre Jack et Ellie... c'est froid, hein? Sortir couvert. Et pourtant, le rôle de Ellie, narrativement, il est central. Elle représente ce qu'il doit perdre s'il accepte de devenir une star. Mais comme Jack Malik est suffisamment fort pour tenir tête au Star System par son seul engagement musical, bah l'histoire d'amour sonne faux. Il est suffisamment fort pour avancer sans elle. En plus, elle est creepy. Et en plus, ça fait que le personnage principal féminin, eh ben, il a pour seul intérêt, narrativement, d'être amoureuse du héros. Du coup, c'est pas très moderne comme écriture. Donc non. Lily James est une super actrice, Baby Driver for the win, mais l'écriture de son personnage n'est pas du tout convaincante. Après, le film, malgré une structure qui est assez classique, se permet de défendre des choses qui sont assez belles, notamment sur le principe de sincérité créative. C'est-à-dire que c'est un truc qui aujourd'hui, notamment dans l'industrie du disque, ça se voit beaucoup, mais dans le cinéma aussi pas mal, c'est qu'il y a des artistes qui sont calibrés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils débarquent avec une chanson, effectivement, il y a des managers qui vont débarquer et qui vont leur dire « Alors ta chanson elle est cool, mais par contre au niveau du style, il faudrait que tu arrives à toucher le public de
tel ou tel quartier, de telle ou telle tranche d'âge, de telle ou telle référence culturelle. Ce qui fait qu'un artiste qui débarque avec ses petites chansons, bah en fait il va devenir un produit. D'ailleurs la phrase est prononcée à un moment donné dans le film, Jack Malik n'est pas un artiste, c'est un produit. Phrase qui est d'ailleurs prononcée par le meilleur personnage du film, le manager. L'actrice s'en donne à cœur joie pour dépeindre une espèce de caricature de manager monstrueux. C'est dès qu'elle débarque à l'écran, moi j'étais dans mon siège. Fais tout ce que tu veux, je te suis. J'étais du côté du méchant du début à la fin. Et du coup, le film traite un petit peu de ce sujet que Jack Malik n'a pas écrit les chansons des Beatles. Il n'a pas écrit A Hard Day's Night, il n'a pas écrit Let It Be, il n'a pas écrit Hey Jude. Du coup, en tant qu'interprète, il a une valeur, c'est-à-dire que vraiment le film défend le pouvoir des interprètes, le pouvoir de transmettre une chanson, de transmettre un message, même si c'est pas de vous à la base, c'est important de le faire. Ça peut être aussi beau que l'original. Mais le film défend aussi que c'est impossible de faire vivre sincèrement une œuvre si on n'a pas intégralement compris son processus de création. Notamment, à un moment donné, il y a Ed Sheeran. Oui, parce que Ed Sheeran joue Ed Sheeran dans ce film. Il y a Ed Sheeran qui demande à Jack Malik pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à écrire Hey Jude, qu'est-ce qu'il a pu vivre dans sa vie pour arriver à écrire Hey Jude. Et du coup, Jack Malik, il est emmerdé parce qu'il n'a pas eu la vie de McCartney ou de John Lennon. Du coup, il n'a pas les raisons précises de pourquoi les paroles de Hey Jude sont écrites de cette manière-là et pas d'une autre manière. Une œuvre qui arrive à traverser les âges, c'est qu'elle a réussi à toucher une universalité qui fait que quelle que soit l'époque où on l'écoute pour une musique, qu'on la regarde pour un film, qu'on l'admire pour une peinture, pour une sculpture, enfin quelle que soit la forme de l'œuvre, elle reste juste et touchante. Prenons la chanson Imagine de John Lennon. Personnellement, je l'aime pas beaucoup, je la trouve trop niaise et il y a un sous-texte religieux que je trouve déjà super daté, mais avec qui j'ai aucun atome crochu. Et pourtant ça marche. À chaque fois que j'écoute cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de me dire « le monde pourrait être meilleur ». Pareil pour Guernica, le tableau a été fait dans un contexte très particulier pour un conflit très précis, et pourtant, encore aujourd'hui, c'est un super tableau anti-guerre. C'est la force des grandes œuvres, c'est que même si on n'a aucun lien avec cette œuvre, que ce soit temporel, spatial, culturel, eh bien on va quand même être touché par elle. Une œuvre peut, et doit, dans la mesure du possible, dépasser son créateur. Et Jack Malik dans Yesterday, c'est ça. Un homme simple, complètement dépassé par la beauté des chansons qu'il a à transmettre. Eh bien, c'est la fin de ce 3e épisode de Time Between. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a donc le pouce bleu qui est très important. Il y a le partage. Vraiment, je ne le répéterai jamais assez, le partage, c'est sans doute le plus important pour moi, parce que c'est ce qui fait que il n'y a pas seulement vous, mes très chers abonnés, qui voyez cette vidéo, mais aussi vos amis d'amis, vos familles, tout le monde aime le cinéma, grand Dieu. Et si ça vous intéresse de suivre mes activités de façon un petit peu plus au jour le jour, eh bien j'ai aussi un compte Twitter où chaque semaine je poste une petite photo indice du prochain film que je vais analyser. Là par exemple pour Yesterday, j'avais publié une photo de moi avec ma super guitare, qui est juste ici d'ailleurs. Tada! Et la semaine d'avant, j'avais fait un cosplay vite fait de John Wick pour montrer que j'étais vénère devant le film aussi. Bon, du coup à la base, je voulais tourner de jour, finalement il faisait nuit. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on pourrait appeler a hard day's night? Non, quelqu'un là? Non, c'est une chanson des Beatles en fait. Et le mot de la fin. Merci Jean-Pierre au studio. Je jure qu'un jour, les peuples italiens, russes et anglais seront vengés pour les blagues de merde que Red fait tous les jours en utilisant leur langue. Oh, la blague en russe, c'était toi. What the fuck?